Bonsoir tout le monde, Hello, bienvenue au Human Talks. ça faisait longtemps. Yes. Alors du coup pour ce soir, merci de nous avoir rejoints. Pour ceux pour qui c'est la première fois, les Human Talks, on va reprendre un tout petit peu. Du coup, les Human Talks, c'est des soirées qui sont ouvertes, à tous et à toutes, qui se passent, traditionnellement partout en France. Du coup, depuis, quelques mois, on les fait beaucoup à distance, mais sachez qu'il y a des organisations un peu, dans beaucoup de grandes villes de France, en tout cas, donc n'hésitez pas à vous renseigner, si vous souhaitez reprendre, en physique à un moment donné. Du coup, le principe de la soirée, c'est, 4 talks de 10 minutes qui seront suivis de 5 minutes de questions à chaque fois et ça se passe, tous les 2e mardis du mois. Donc, vous êtes les bienvenus pour faire des talks. Hésitez pas à vous proposer, si vous avez un sujet en tête et cetera et puis on pourra vous accompagner un petit peu pour vraiment, faire le talk. Voilà. Hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra en fin de talk et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, juste pour le programme. On aura en premier, Bastien qui nous présentera, les alertes en cas d'erreur applicative sur une architecture AWS. Ensuite, on aura Geoffrey qui nous expliquera comment il a vaincu son syndrome de l'imposteur. Puis Eric nous parlera du versionning, voilà et enfin Jean-Phi, notre orga préféré qui, nous expliquera, comment devenir speaker donc voilà pour que vous puissiez, vous lancer, vous aussi. Voilà, merci à tous et du coup, Bastien, on te laisse, la main. Ça marche. Bonjour à tous. Merci d'être venu à cette session de Human Talk. Alors, donc moi, c'est Bastien. Je vais vous présenter alors, comment implémenter une architecture fiable sur AWS avec de l'alerting. Un peu plus sur moi. Alors, moi, je suis lead data engineer chez Sikara, qui est une entreprise basée sur Paris. C'est une entreprise de services qui implémente des solutions de data science et de data engineering pour ses clients. Et en fait, sur mes projets data engineering, j'ai constaté une constante qui est que, en règle générale, pour avoir une architecture fiable, il y avait un ingrédient essentiel qu'on omettait souvent, c'était de l'alerting pour que l'équipe technique soit au courant dès la survenue d'erreurs applicatives, donc d'erreurs introduites par l'équipe technique elle-même. Donc, je vais vous donner un peu de contexte sur mon dernier projet et ça me permettra de vous présenter un peu un exemple concret d'implémentation sur une archi AWS. Donc, c'était un projet dans la santé. Donc on devait déployer une architecture de data platform pour, pour collecter des données d'une application mobile. Cette application a été utilisée par des personnes qui souffraient de maladies particulières et qui devaient effectuer des tests, donc des tests psychomoteurs, des tests intellectuels, si on peut dire. Et donc, l'application collectait un certain nombre de données avec leur accord, bien sûr. Donc, les données, des informations sur les tests qui sont effectués et aussi des données de capteurs, donc accéléromètre, gyroscope. Elle agrégeait tout ça dans des fichiers JSON et elle nous envoyait ça. Et donc, nous, on était chargé du traitement de ces données, de son enrichissement, de son stockage et de les rendre accessibles à un certain nombre de consommateurs de données. Et donc, les consommateurs de données, c'était d'une part des data scientists et de part des experts métiers. Donc là, en l'occurrence, les experts métiers, c'était principalement des professionnels de santé. C'était un projet avec un enjeu assez fort et une volumétrie aussi assez importante puisque donc en fait, chaque fichier JSON pèse à peu près 1 mégaoctet parce qu'il y a beaucoup d'informations de capteurs et on a des utilisateurs d'applications qui vont générer entre 1 et 10 fichiers par jour. Donc, il y a une volumétrie de cible de 500 000 utilisateurs quotidiens de l'application. Voilà, je vous laisse faire le calcul. On arrivait facilement à 5 Tera de données uploadées quotidiennement sur une data platform. Donc, ce qui amenait pas mal de complexité sur sur notre travail de data ingénieur qui était d'amener cette donnée depuis l'application mobile vers des consommateurs de données. Et donc, je vais rentrer un peu plus dans cette boîte jaune pour présenter rapidement l'architecture du flux de traitement. Alors, c'est une archi simplifiée. C'était vraiment pour se concentrer sur le flux de données.
Et pour vous présenter un petit peu les services qu'on utilisait, globalement, donc l'application mobile, elle allait taper sur une fonction lambda. Donc une lambda, pour ceux qui sont moins familiers avec avec l'écosystème AWS, c'est un service de compute dans le cloud. C'est event driven, donc en fait c'est ce qu'on appelle des fonctions lambda qui vont faire tourner du code en réponse à certains événements. Et c'est serverless, c'est-à-dire que c'est le service qui va automatiquement gérer toutes les ressources. Donc les ressources en termes de RAM, de scaling, pour pouvoir répondre aux besoins en requête. Et donc, cette fonction lambda, elle était chargée de récupérer ce fichier JSON et tout simplement d'aller l'uploader directement dans un bucket S3. Donc là encore, j'ai commencé à présenter un petit peu les services. S3, c'est le service de stockage d'objets et de fichiers d'AWS. Donc, en fait, c'est un service de stockage très durable, donc avec des grosses assurances en termes de durabilité et assez peu onéreux. Et ensuite, donc, cet upload de fichiers RAW, donc non altérés dans le bucket S3, il génère un message qui est envoyé dans une clé SQS. SQS, c'est le service de EventQ d'AWS, donc ce qui va permettre comme son nom l'indique, de queuer un ensemble de messages qui vont pouvoir ensuite être consommés par d'autres services applicatifs. Et là, en l'occurrence, le service applicatif qui nous a intéressé, c'est un ETL, donc qui était déployé sur un cluster Kubernetes. ETL, en fait, ça veut dire extract, transform, load. Donc, c'est un service qui va être chargé simplement d'extraire de la donnée, de la transformer, donc là, de la nettoyer, de l'enrichir, notamment avec potentiellement les résultats d'inférence de modèles de machine learning qu'on a intégrés à nos services applicatifs. Et après, de la loader, cette donnée, donc la loader dans un autre point de stockage, en l'occurrence un autre bucket S3, et pour que ces données soient ensuite consommées par d'autres services ou par des consommateurs de données directement. Et donc, comme je disais, c'est une architecture simplifiée, parce que ceux qui connaissent un peu l'écosystème AWS, notamment, auront peut-être noté qu'on peut pas directement, on n'expose pas directement une fonction lambda à une application mobile comme ça. En fait, en général, on passe par une API Gateway qui permet de faire l'intégration entre des endpoints HTTP et une fonction lambda. Mais voilà, là encore une fois, c'était vraiment pour vous présenter le flux de traitement. Et dans ce genre d'architecture, on a, du coup, comme je disais, ce qui va nous intéresser, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer. On peut avoir des bugs en termes d'infra. Donc, typiquement, une configuration de QSQS qui a mal été faite. Là, en l'occurrence, on va vraiment se concentrer sur les erreurs applicatives. Donc, c'est-à-dire les erreurs sur du code qui tourne dans le cloud et qui a été déployé par l'équipe technique. Donc là, en l'occurrence, c'était en 2 points particuliers. C'était sur notre endpoint d'ingestion, donc sur la lambda d'ingestion, et dans notre ETL. Et pourquoi on va parler d'alerting, c'est en fait tout simplement parce qu'on avait un problème, c'est qu'on mettait un peu de temps avant de se rendre compte des éventuels crashs qui pouvaient survenir dans ce flux de traitement. L'impact étant que potentiellement on va avoir des fichiers de données qui sont générés par l'application mobile qui vont, dans le pire des cas, ne pas arriver du tout jusqu'au consommateur. Donc, ce qui peut soit être assez embêtant pour les data scientists et pour les data analysts qui vont pas pouvoir qui vont être ralentis dans leur travail parce que potentiellement on va avoir un modèle qui va moins bien performer parce qu'entraîné sur une donnée incomplète. Mais ce qui peut être carrément critique quand il s'agit de consommateurs de type professionnel de santé où ils vont potentiellement être amenés à poser un diagnostic en fonction de données qui sont de piètre qualité, donc incomplètes ou partiellement enrichies. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu réduire le lead time entre le moment où une erreur intervenait dans le flux et le moment où l'équipe technique en avait connaissance. Donc, on a voulu mettre en place de l'alerting. Alors, ce qu'on entendait par l'alerting, c'était principalement en fait des messages Slack qui vont être postés par notre parc applicatif directement à l'attention des devs, des data engineers de l'équipe. Pour ça, on utilise Slack Incoming Webhooks, qui est un mode d'intégration de Slack avec des applications et qui nous permettait d'exposer, en fait, qui expose un URL sur lequel on va pouvoir, c'est un endpoint HTTP sur lequel on va pouvoir aller taper et sur lequel on va pouvoir aller poster les messages qu'on veut voir apparaître dans un channel Slack.
Donc pour ça, qui dit aller faire des requêtes HTTP, on avait besoin d'un service de compute. Donc on aurait pu soit le faire directement dans les services déjà déployés, donc dans notre API d'ingestion ou dans notre ETL. En l'occurrence, dans une approche un peu microservice, on a décidé de déployer une lambda additionnelle qui allait avoir la full responsabilité de gérer tout l'alerting de la plateforme. Donc c'est cette fonction lambda que j'ai représentée ici qui était responsable de faire les calls HTTP à l'API Slack. Et donc, comme je vous ai dit, Lambda, c'est un service qui est event-driven, donc on a besoin d'événements pour aller déclencher l'exécution de nos fonctions Lambda. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un autre service d'AWS qui s'appelle EventBridge. Qu'est-ce que c'est EventBridge? C'est le Event Bus d'AWS. En fait, c'est le service qui va permettre de faire l'orchestration entre les différents événements générés par les services utilisés sur AWS. Et en l'occurrence, nous, ce service permet d'implémenter des règles qui vont aller transférer un certain type d'événement vers Lambda pour déclencher une exécution d'une fonction Lambda dans le cas où certains événements surviennent dans dans notre architecture cloud. Donc là, le type d'événement qui nous intéressait, c'était des événements qui correspondaient à des erreurs applicatives. Comment on a implémenté ça? On a implémenté ça avec un autre service d'AWS qui s'appelle CloudWatch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le service AWS de monitoring en fait, qui permet de visualiser et de suivre un ensemble de métriques publiées par les différents services AWS. Donc ces métriques, elles sont assez variées. Ça peut être par exemple la RAM utilisée par les différentes fonctions lambda. Ça peut être le nombre d'exécutions des fonctions lambda, la quantité de données dans les différents buckets S3. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéressait, c'était les métriques en particulier, c'est les métriques d'échec d'exécution des fonctions lambda et d'échec de processing des messages dans nos QSQS. Donc pour ça, on a utilisé un autre élément de CloudWatch qui sont les alarmes. En fait, CloudWatch permet aussi de définir des alarmes sur des métriques en particulier. C'est-à-dire que quand on va avoir une métrique qui va adopter des valeurs particulières, donc par exemple dépasser un certain seuil, on va aller générer un événement qui va être ensuite, lui, catché par EventBridge et redirigé vers notre lambda d'alerting pour déclencher le post d'un message sur Slack. Donc c'est ce qu'on a fait. On a mis en place une alarme sur une métrique sur deux métriques particulières. La première sur le nombre d'exécutions en erreur de notre lambda d'ingestion. Donc c'est un peu ce que je représente ici. Et l'autre métrique qui est en fait tout simplement le nombre de messages SQS en erreur, donc mal traités par notre service de tel. Donc voilà, donc ça c'est l'architecture complète. L'objectif, c'était un petit peu de vous montrer, d'une part, de trois services AWS, un enjeu assez important du data engineering, qui est la fiabilité, enfin, d'une part, la qualité des données et la fiabilité d'une architecture cloud, et notamment comment on le met un des outils pour implémenter cette fiabilité, qui est l'alerting. Et donc ça nous a permis de drastiquement descendre notre lead time entre le moment où un crash survenait et le moment où l'équipe technique en avait conscience et donc pouvait implémenter un fixe et faire du rattrapage d'erreurs sur cette erreur. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis allé un peu rapidement pour tenir les 10 minutes. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez que je détaille un petit peu des technos, n'hésitez pas. J'allais voir les commentaires, je ne sais pas si... Inception. Merci beaucoup pour ton talk. Tu m'entends bien? Il y a une question. Ouais, je t'entends très bien. Il y a une question sur pour utiliser une lambda par rapport à d'autres services, j'imagine, ou est-ce que c'est par rapport à faire tourner, enfin directement aller poster les messages Slack depuis la lambda déjà existante? En pratique, je sais pas si ça répond exactement à ta question. En pratique, en fait, lambda publie déjà de base une métrique qui nous permet de suivre les exécutions des fonctions qui sont en échec. Donc là, en l'occurrence, c'était tout à fait ce qui nous intéressait, parce que du coup, si la fonction lambda, en fait, si on a introduit un bug dans un code base qui tourne sur notre fonction lambda, en fait, la lambda va simplement crasher. Enfin, l'instance en exécution de notre fonction lambda va crasher, ce qui du coup va aller alimenter une métrique. Et nous, dès qu'on avait
dès qu'on avait une ou plus exécutions en échec, on allait directement poster nos messages sur Slack. Ouais, je sais pas si ça répond correctement à ta question. Mine de rien, c'était nécessaire d'utiliser les lambda pour pouvoir monitorer tout ça en fin de compte. Ouais. Ah, très bien. Pour l'ingestion des données, oui, c'est une très bonne question. Alors, globalement, en fait, c'était surtout par souci de scalabilité, parce que ça nous permettait de très facilement déployer un endpoint d'ingestion avec, d'un point de vue serverless, sans trop se soucier de la configuration en termes de ressources management de notre endpoint d'ingestion pour qu'il puisse répondre à des pics de requêtage. Et parce qu'également, la lambda avait parfois des gros besoins en termes de taille de code qui tournait. Tandis que le tel d'enrichissement, en fait, comme il fait tourner potentiellement des modèles de machine learning, il va avoir besoin de beaucoup de dépendance technique et il va pas pouvoir tourner dans une lambda, parce qu'à l'époque, c'était avant que le Docker et une lambda existent. Et donc, on avait un petit peu des contraintes en termes de taille de package qu'on peut déployer sur une fonction lambda. Ouais, j'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai pas perdu trop de monde aussi. Non, très clair. Moi, j'ai une petite question. Au début, je me suis demandé comment est-ce que tu faisais pour brancher tes notifications à Slack, mais du coup, tu l'as très bien expliqué. Et au fur et à mesure que tu l'expliquais, il y a une autre question qui m'est venue, c'est de savoir si au bout d'un moment, utiliser service sur service, ça te fait pas une stack un petit peu difficile à digérer. Ouais, là, tu vois, tu nous as montré une petite partie de ton architecture et en effet, c'est vrai que quand tu rajoutes l'API Gateway, il suffit que tu rajoutes aussi genre IAM pour les rôles ou l'accès aux différents endpoints, ce genre de choses. Tu te retrouves avec à utiliser une belle palanquée de services AWS. Est-ce que c'est pas trop indigeste? Est-ce que c'est facile à maintenir? Oui, alors effectivement, ça peut rapidement arriver avec des questions de maintenabilité assez difficiles, surtout sur des gros projets où effectivement on a beaucoup de services. Alors du coup, il y a deux réponses. D'une part, effectivement, on essaye de limiter autant que possible le nombre de services qu'on utilise. Donc en fait, quand on va avoir des nouvelles décisions d'architecture à prendre, on va autant que possible favoriser l'utilisation de services qu'on utilise déjà. Et d'autre part, un outil qui nous aide beaucoup en termes de maintenabilité, qui est plutôt une bonne pratique pour les architectures cloud, c'est d'utiliser des outils d'infrastructure as code, donc type Terraform, ce qui permet du coup en fait, de déployer, de configurer ton architecture et l'ensemble de tes services comme du code que tu vas versionner avec Git. Et donc, du coup, ce qui permet voilà, de mettre en place déjà aussi des quality gates, donc un flux de dev qui simplifie la maintenance et le déploiement de nouveaux services. Ok, Dave, merci. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Si vous aussi qui êtes avec nous, les autres speakers, ou même toi, Jean-Phi ou Caro, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Sinon, on passera à l'autre talk, au talk suivant. Eh bien, allez, c'est parti. Moi, Ah, pardon. Non, c'est pas de questions. Non, c'est tout. C'est que tu as été très clair. Merci beaucoup. Très bien, parfait. Toi, tu nous as parlé de versionning, tu as été un poil en avance, puisque ce sera le talk qui suivra celui de Geoffrey, qui va maintenant nous parler de comment est-ce qu'il a vaincu son syndrome de l'imposteur. La scène est à toi. Ok. Alors, une minute. Est-ce que vous voyez mon écran? Dis-moi, Virgile, c'est bon? Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous pour vous expliquer comment j'ai vaincu mon syndrome d'imposteur. Peut-être comme moi, vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. À vous dire, j'y arriverai jamais. Je vais être démasqué, ça va être horrible, ils vont s'en apercevoir. Je suis nul. Le syndrome de l'imposteur a été mis en évidence dans les années 80. 20% de la population vivrait avec ce syndrome au quotidien. C'est une statistique de Welcome to the Jungle en 2017. Majoritairement des femmes, même si les dernières statistiques tendent à équilibrer un petit peu.
Et ce qui est intéressant, c'est celle-ci, c'est 70% de la population aurait vécu au moins une fois avec ce sentiment. C'est intéressant parce qu'on peut trouver, ça veut dire qu'on peut trouver facilement quelqu'un avec qui en parler et être compris. Et je vais vous présenter le cercle vicieux dans lequel j'ai été, qu'on retrouve souvent sur l'Internet. La première chose, tout commence par « je dois montrer que je suis légitime ». Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je me fixe des objectifs pour combler un manque, pour paraître. Deux choix après, on s'investit, soit beaucoup, soit pas du tout. Moi, dans mon cas, souvent, je me surinvestis. Et souvent, on se retrouve dans cette situation, à maximiser ses échecs, minimiser ses réussites. C'était ma faute, ou alors c'était simple, j'aurais dû savoir. Et ça n'aide pas à l'estime de soi. Et bref, on se dévalorise, on est anxieux, on est dans le doute, et on se pose la question, suis-je légitime? Et on rentre dans le cercle vicieux. Ce soir, je vais vous présenter 3 clés que j'ai découvertes, que vous tous et vous toutes, vous pouvez peut-être utiliser, ou d'autres, et vous pouvez tous et toutes le faire. Ça, je vous l'assure. Ma première clé, c'est le défi, sortir de ma zone de confort. Dans mon parcours, j'ai rencontré des entrepreneurs en digital marketing. Ils doivent tout le temps sortir de leur zone de confort pour faire des vues, pour faire des likes, pour vendre des produits, etc., etc. Notamment Emmanuel, qui est sur votre droite, qui est parti de 100 likes sur LinkedIn et qui aujourd'hui a plus de 300 000 vues sur TikTok. Le défi a été un déclic pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de me mettre des objectifs pour combler un manque, je me suis mis des challenges pour faire et apprendre, des montagnes. J'ai continué à m'investir. Ce qui a changé, c'est qu'avec toute l'énergie que j'avais fournie, j'avais inversé la tendance. J'étais en train de me dire, bon, mais continuons, j'ai appris. Ou alors j'ai réussi, j'en suis capable, chouette. Ou bien j'assume. Bref, à minimiser mes échecs petit à petit, maximiser mes succès. Avec cette clé, j'ai retrouvé quelque chose d'important en moi, ma confiance. La seconde clé, le silence, c'est précisément faire silence en moi. C'est Julian Treaser, un des meilleurs speakers des TED Talks, dans son livre How to be Heard, dans le chapitre 2, qui explique quels sont les freins à la communication. Ces freins à la communication sont liés à des peurs. Il explique qu'en se mettant dans des postures d'écoute, on va pouvoir identifier les peurs qui se cachent, qui sont enfouies en nous, et même celles qui sont enfouies chez ceux qui vous écoutent. Et au final, à force d'identifier ces peurs, il y a quelque chose qui va arriver, c'est activer le souvenir. Activer le souvenir, se rappeler pourquoi une peur a émergé, c'est commencer déjà à travailler dessus. Mais ce n'était pas suffisant. Ah oui, ça c'est ma femme, je me suis mis à l'écouter, donc elle est contente. Comme je vous disais, ce n'est pas suffisant. Il m'a fallu compléter cela avec les 4 accords Toltec, qui viennent de la culture mésoaméricaine. Les Toltecs étaient des sages qui appliquaient des principes. Il y en a 5, je vais vous présenter les 4 premiers. Le premier, que ta parole reste impeccable. Quelqu'un vous injure, ça envenime votre relation. Autant ne pas injecter du poison, rester impeccable. Et vous protéger. Le deuxième qui m'a beaucoup servi, c'est quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Je suis quelqu'un qui prend les choses à cœur, et les gens aussi. Le fait de ne pas en faire une affaire personnelle m'a beaucoup aidé à prendre du recul. On vient tous et tous d'un endroit différent. Le fait que lorsqu'on se rencontre et qu'on débatte, je ne suis pas responsable du schéma de pensée de la personne. Elle pense parce que son vécu lui a amené à réfléchir de cette manière. Je ne dois pas en faire une affaire personnelle. Le deuxième qui m'a beaucoup aidé également, ne pas faire de suppositions. Tous ces si elle pense ça, qu'est-ce qui va arriver? S'il dit ça, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est très lié au syndrome de l'imposteur. Se mettre une règle de ne pas faire de suppositions va vous aider à combattre le syndrome de l'imposteur. Et vous voyez, vous pouvez le faire. Le quatrième, j'en parle, mais je l'ai peu utilisé, faire toujours de votre mieux. Bref, dans ce cercle vicieux, on a mis un petit coup sur ce syndrome de l'imposteur. Toute la baisse de l'estime de moi s'est réduite. Elle n'a pas disparu, je ne vais pas vous mentir, mais elle s'est fortement réduite. Et par conséquent,
le fait de devoir montrer que je suis légitime, c'est réduit également. C'est long, c'est du travail, et il faut persister. Mais grâce à ça, grâce à cette deuxième clé, j'ai retrouvé l'estime de moi, et surtout, de la sérénité. Je vous ai dit, c'est long et compliqué ce syndrome de l'imposteur à combattre. Donc du coup, la troisième clé que j'ai découvert par hasard, c'est l'optimisme. Tu n'as pas peur que... Non. Tu n'as pas peur qu'il pense ça? Non. Je n'ai plus peur. Je ne suis pas dans le déni. Mais j'ai envie de challenger, j'ai envie de tester, et au pire, j'apprendrai. La personne qui m'a influencé, clairement, c'est Gary Vaynerchuk, un speaker assez reconnu, qui est sur LinkedIn, TikTok, etc., qui est bourré d'optimisme et de bienveillance. Il dit la chose suivante: si vous choisissez l'optimisme, vous avez une chance d'y arriver. Si vous choisissez le pessimisme, c'est perdu d'avance. It's a mindset game, tout est dans notre tête. Et petit à petit, je me suis retrouvé à éviter tout ce qui était à contre-cœur, parce que j'avais plus envie de m'investir à contre-cœur. Et le challenge, le défi, sortir de ma zone de confort, fait que je suis allé à contre-courant, et je me disais, ben, soit ça va marcher, au pire j'apprendrai. L'optimisme. Et ça a gommé ces dernières voix. J'ai remplacé toute cette dévalorisation par « je me débrouille de mieux en mieux ». C'est vrai, j'y arrive, je suis capable, je sais faire. Et ce qui a remplacé le besoin d'être légitime, c'est ma passion. J'adore faire ça. Je dois tester, mais ça a l'air trop bien. Bref, le masque qui est au milieu était tombé. Cette troisième clé a ramené l'estime de moi. Évidemment, pour que ça persiste, j'ai dû faire de l'ancrage de ce développement personnel. Première chose, il faut du temps. J'ai mis entre 6 à 9 mois. Par itération. Et dites-vous que quand vous avez une nouvelle habitude, il vous faut 90 jours en moyenne pour que ça devienne un réflexe. Il y a une étude qui a été sortie sur ça. Il y en a qui disent moins. Chez moi, c'est 90 jours, 3 mois. La deuxième habitude, 90 jours aussi. La troisième habitude, 90 jours aussi. Alors du coup, il faut développer de la patience. Et pour développer de la patience, j'ai utilisé cette technique distordre le temps, voir le temps d'une autre manière, comme un allié. 3 bouquins qui m'ont aidé à voir le temps d'une autre manière. Les 2 premiers sont un peu plus orientés techniques, mais sont assez intéressants. Le troisième, de Fabien Olicard, Votre temps est infini. Si je vous dis, dans une journée, vous avez 1440 minutes. Vous décidez d'en passer 30 minutes avec nous, il vous reste 1410 minutes. Qu'allez-vous faire de ces 1410 minutes restantes? Et je finirai avec humour. Là, je viens de vous montrer 3 clés qui me sont personnelles, mais que vous pouvez utiliser, vous trouvez les vôtres. Et vous pouvez le faire, vous l'avez vu. Et dites-vous la chose suivante, c'est qu'en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus vous avez de chances que ça marche. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour ton talk, c'était super inspirant. Merci. 100% des gagnants ont joué, et ouais, évidemment. Évidemment. Je vois beaucoup de clap-clap, beaucoup de bravo. Je m'étais noté 2-3 questions. Je sais pas si vous en avez, vous aussi, dans la room. Non, bah du coup, je vais faire mon égoïste, c'est parti. Sur le deuxième accord, qui est de ne pas en faire une affaire personnelle, comment est-ce que tu as fait? Parce que, c'est quand même, les accords Toltec, quand on se plonge dedans, on se rend compte qu'il y a une belle part, d'ego qui entre en jeu. D'autant plus que cette part d'ego, elle est valorisée par le fait que, quand on est victime du syndrome de l'imposteur, on a envie de faire toujours mieux, de prouver qu'on est capable, de se sentir valorisé. Comment est-ce que tu as fait pour mettre de côté ton ego et pour pas faire d'affaires personnelles, de tout ce qui t'entoure, quoi? Ok. Comme ça faisait partie intégrante de moi, il a fallu que j'arrive à en prendre conscience. Pour cela, j'ai utilisé un tableau de mantra. Qu'est-ce que j'appelle un tableau de mantra? C'est juste que devant mon poste de travail,
derrière, il y a un tableau en liège sur lequel j'inscris des notes, des choses qui me font rappeler sur quoi j'ai envie de travailler. Et cette prise de conscience, pour ne pas en faire une affaire personnelle, c'est comme ça. J'ai mis une phrase qui évoquait quelque chose en moi, qui fait qu'au moment où je la lisais, au moment de travailler, tous les jours, j'avais ce rappel, tous les jours, tous les jours. Donc en fait, c'était quelque chose de passif, mais qui était relativement efficace. Et après, du temps et de la patience. C'est surtout ça qui marche. Ok. Ma deuxième question, c'était sur le troisième accord, où là, c'est plutôt réussir à gagner un petit combat contre son mental, parce que du coup, pour rappel, le troisième accord, c'était de ne pas faire de suppositions. Est-ce que là aussi, tu as un petit tools, un petit outil pour réussir à faire taire cette petite voix dans ta tête, cette petite voix qui qui s'appelle l'anxiété, la peur du regard des autres? Est-ce que tu as un outil pour ça? Pareil, ce qu'il faut faire, c'est de la prise de conscience. Pour ça, c'est l'observation des autres. C'est se mettre en posture en disant, essayer de voir quand les autres vont faire des suppositions et voir du coup dans quel climat mental ils rentrent. Ça, c'est intéressant. Parce que du coup, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir du recul, de se dire, ah oui, effectivement, moi aussi, je fais comme ça par moment. Et la prise de conscience permet petit à petit, avec du temps, de canaliser et de faire de moins en moins de suppositions. Ce facteur de stress va diminuer petit à petit. Donc, c'est de par l'observation des autres. Ok. Et aussi l'écoute, forcément. Et à moins que vous ayez d'autres questions dans la room, on va finir. Ouais. Oui. On va finir sur une dernière question qui est une question du chat de Zizou, qui te demande ce que tu penses du rôle des meet-up ou des vidéos YouTube, le fait de regarder des vidéos ou des meet-up d'experts dans leur sujet. Est-ce que ça renforcerait pas le syndrome de l'imposteur? D'accord, je vois très bien ce que tu veux dire. Effectivement, ça pourrait, mais on va être optimiste. En fait, le fait de voir des experts va inspirer pour s'améliorer. Donc, au lieu de se dire je ne suis pas légitime, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux prendre de cette personne pour m'améliorer. Ouais. Et on a toujours un truc à choper comme ça, que ce soit même sur des TED Talks, que ce soit sur des conférences plus modestes. Bref, ça reste aussi de l'observation, disons, d'aller voir qu'est-ce que font les autres, qu'est-ce qui pourrait être bien pour toi et qu'est-ce que tu pourrais intégrer comme habitude sur 90 jours, comme nouveau réflexe, comme nouveau schéma de pensée. Cette étape finalement d'envier les personnes qu'on peut idolâtrer un petit peu, elle est passée puisqu'on est dans un mood, dans un mindset d'apprentissage à ce moment-là. Donc a priori, tu es plutôt dans le mood de te mettre, de mettre en application des choses que tu aimes chez les autres plutôt que de te dire putain moi je n'ai pas ce truc-là et Exactement. Et dans mon cas, sortir de la zone dernière question, cette du notion coup, de défi, il y a challenge, Newton qui est demande important. si en période de télétravail. Oui. Pardon? Non, je disais, il Est-ce faut que tu as sortir de sa quelque zone chose de pour confort, rebondir là-dessus? Virgile, du coup, et c'est ce qui permet de se mettre dans le défi, du coup, d'aller chercher ce que les autres ont. En période de télétravail, l'observation des autres est plus délicate. Quel outil? Alors, je ne suis pas d'accord. Quand on travaille, alors, ça dépend du travail que tu fais, Newton, effectivement. Moi, dans mon cas, je travaille avec des vidéos et je demande la vidéo active, partage, on voit toujours les gens. Donc, en fait, l'observation visuelle, je la force. Deuxièmement, ce qui est important, c'est aussi l'écoute. Parce qu'en fait, dans les suppositions, tu vas l'entendre. Le fait d'une affaire personnelle, tu vas l'entendre aussi. Donc voilà le peu en télétravail, comment tu peux capter des signaux, effectivement. Et après, au quotidien, avec des amis, de la famille, un compagnon, une compagne. Voilà. Vous avez d'autres questions? Non? Eh bien, on enchaîne sur le versionning, alors. Je pense que non, excusez-moi, j'ai décroché un peu, j'ai eu un petit lag. Pas de souci. Ok.
Bah, du coup, j'aurais dû passer avant toi, parce que c'est plus léger. Allez, du coup, moi, je voulais vous parler un peu de versionning. Donc, en 10 minutes, hein, bien sûr, je ne couvrirai pas tout le sujet, mais j'ai envie de vous présenter un peu déjà les enjeux, comment moi, j'ai été confronté au versionning, et un peu, bah, voilà, mon regard et quelques versions assez rigolotes. Alors, hop. Moi, le versionning, hein, j'y étais confronté, bah, je pense comme pas mal d'entre vous, hein, quand j'ai commencé à faire mes études, hein, bah, à un moment ou un autre, on a des rapports, à écrire et donc typiquement, bah, on veut garder plusieurs versions, d'un même fichier et donc, bah, à l'époque, hein, voilà, fin des années 90, bah, qu'est-ce que je faisais? Du coup, bah, j'écrivais un fichier et puis après derrière, bah, je faisais une copie de ce fichier et je rajoutais, V1, V2, V3 et ainsi de suite et ainsi de suite. Et quand j'étais satisfait de ce que j'ai fait, et ben, voilà, la version finale, et puis, bah, je relisais encore et puis du coup, bah, il y a une finale V2 et ainsi de suite et ainsi de suite. En plus, je savais pas trop dans quel sens, les versions, au bout d'un moment, c'était n'importe quoi. C'était pas super efficace, ça donnait des noms de fichiers complètement, imbitables. Donc quand j'ai commencé à travailler, hein, j'ai découvert donc les gestionnaires de configuration, CVS, SVN, Git maintenant. Ils ont tous les mêmes principes, hein, même si l'implémentation derrière est un peu différente. Mais l'idée de ces outils, ça va être donc de permettre de gérer les versions de fichiers, souvent texte, et donc d'avoir bah, l'historique des versions sur un même fichier. Ces outils-là, ça fonctionne très bien donc avec des fichiers de code, avec des fichiers texte de manière générale. Quand on est sur du binaire, c'est moins prévu pour ça. Donc typiquement, la problématique de gérer des versions binaires avec ces outils-là, bah, il faut trouver autre chose. Surtout que, bah, quand j'ai commencé à travailler, je suis arrivé sur une application Java. Une application Java avec des dépendances qui ressemblaient à quelque chose comme ça, où en fait, j'avais juste le nom de la dépendance, mais j'avais pas du tout la version de la dépendance. Et donc, j'avais beau fouiller et cetera dans le fichier jar, hein, donc les archives, bah, je trouvais pas forcément, bah, quelle était la version de cette dépendance. Et donc là, bah, j'étais un peu en mode: «Bon, bah, comment je vais faire pour mettre à jour ça?» Donc hein, en creusant le sujet, voilà, assez rapidement, bah, donc je suis tombé sur des numéros de version comme ça. Donc voilà, Maven, par exemple, a apporté une nomenclature où, on met un tiret snapshot à la fin, du nom, de la version pour dire: «Bah, ça, c'est une version de travail» et puis après, un peu plus tard, on a eu le tiret release pour dire: «Ça, c'est la version, ça y est, c'est la bonne version». OK, donc ça, c'est certaines dépendances qui étaient comme ça. Il y en a d'autres où ils voulaient aller, beaucoup plus loin. Ils voulaient dire: «Bah, là, en fait, c'est vraiment un work in progress qui commence tout juste. Donc on est en alpha, alpha 0, alpha 1. Ah, puis maintenant, on est un peu plus satisfait, bêta». Ouais, OK. Et puis après, voilà, ils sont en finale. Et donc, quand je commençais à voir tous ces numéros de version, je fais: «Ouais, mais du coup, enfin, ça devient super compliqué, il faut voir 3 normes différentes». Enfin, voilà, on commence vraiment à voir que le versionning, finalement, tout le monde n'a pas forcément la même conception du versionning. Le pire qui m'est arrivé, hein, pareil au début de ma carrière, c'est, bah, voilà, on était content de faire notre, je sais pas, voilà, 4.0 de notre application et puis on s'est aperçu qu'il y avait un bug en prod, qu'il fallait absolument le fixer et puis du coup on s'est dit: «Bon, bah, voilà, on va fixer ça, ça va devenir une 4 points». Et là, on a été confronté à quelque chose auquel je m'attendais pas du tout, c'est les services marketing et communication qui ont récupéré le numéro de version pour dire: «Bah, c'est la 4.0». Et bah, moi j'ai besoin de passer en 4 points, là, il y a un bug et tout. Non, ce sera la 4.0. Et donc c'est là où j'ai commencé à réaliser en fait que ce principe de versionning en fait en informatique a été récupéré pour des besoins de communication. Et là, j'ai donné quelques exemples, actuels, pour dire: «Bah, voilà, maintenant on est mieux qu'avant, on est une nouvelle version». Et en fait, ça veut plus rien dire du tout, hein, ces numéros de version, 4.0, 3.0, Web3 et cetera. Il y a peut-être des concepts qui sont derrière, mais en fait, ces numéros de version ne veulent plus strictement plus rien dire. Voilà, typiquement, demain, je sors l'industrie 5.0, je mets ce que je veux derrière. Un peu plus tard aussi dans ma carrière, hein, bah, je me suis intéressé à tout ce qui est, conteneur, applicatif avec Docker et j'ai découvert encore une nouvelle manière de décrire des versions. Donc quand on parle de Docker, hein, on va pas parler de version, on va parler de tag d'image. Et donc un tag d'image, effectivement, ça peut être une version, voilà 4.2. Mais aussi dans Docker, il y a, cette, volonté des fois de mettre aussi les versions du runtime. Donc là, par exemple, je peux avoir une 4.2.1 JDK 8, JDK 11, voire même aller jusqu'à
les fichiers d'OS qui sont derrière, Alpine. On peut avoir des noms assez tarabiscotés, hein, je crois que c'est 128 caractères, la taille maximum. Enfin, on peut en mettre beaucoup quand même, des choses comme ça. Donc ça peut donner des noms de versions assez rigolos. Et la petite convention en plus qu'a apporté Docker, c'est le latest. Le latest, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas la dernière version, c'est la version par défaut. En fait, quand on ne précise pas de tag latest, c'est ce qui est pris par défaut. Donc ça veut dire en fait que latest, on pourrait croire c'est la dernière version, mais en fait, ça veut même rien dire la dernière version. C'est quoi la dernière version? C'est la dernière version de travail, la dernière version stable. On maintient 2 branches en parallèle pour la rétrocompatibilité. Du coup, c'est laquelle des deux le latest? En fait, c'est juste, on voit que le nom d'une version aussi peut être ultra compliqué à interpréter s'il n'est pas correctement choisi. Alors oui, il existe des conventions, donc j'en ai déjà parlé de quelques-unes, voilà, Maven, Docker, etc. On apporte leurs propres conventions. Il y en a une qui est relativement, qui est la plus connue, entre guillemets, ça va être le principe de semver. Semver, c'est un numéro de version en 3 parties, major, mineur, patch, qui sont censés en fait permettre de refléter le cycle de vie d'une application, d'une librairie. Si on incrémente le patch, on va dire, voilà, je fais une correction de bug, je fais un fixe de performance, un fixe de sécurité qui n'impacte pas la compatibilité. Donc on peut monter sans avoir de problème. Si on incrémente le mineur, là l'idée c'est qu'on va casser la compatibilité, potentiellement en changeant le nom d'un champ, en changeant la manière, un comportement d'une API. Et si on change le majeur, là on est plus sur une réécriture totale, par exemple, ou un fonctionnel complètement différent. Mais même avec cette définition, en fait, derrière, on peut avoir pas mal d'interprétations, en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est toute norme derrière a son interprétation. Donc je vais donner quelques exemples. Par exemple, Node.js. Typiquement, moi, l'outil qui m'a fait découvrir le principe du semver. Quand on était encore en 0 quelque chose, en fait, Node.js, c'était le numéro pair était une version stable, une numéro impair de version. Donc par exemple, 0.16 version stable, 0.17 version unstable. Ils ont gardé cette nomenclature. Maintenant, un numéro impair va être une version où il n'y aura pas de LTS, de Long Time Support, et un numéro pair aura une LTS. Donc même avec ce principe de semver, on voit que Node.js apporte une interprétation particulière. On peut avoir aussi du versionning complètement rigolo, dans le bon sens du terme, ça me fait rigoler. Par exemple, Debian, qui est un OS qui est quand même pas mal utilisé, qui est sérieux, qui va faire tourner plein de systèmes sur Internet. Debian a un numéro de version, 9, 10, 11 actuellement, mais à chaque version majeure, en fait, Debian aura le nom d'un personnage de Toy Story. Donc le choix est assez rigolo, je trouve. Donc typiquement, actuellement, on est en Bullseye, la version 11, et la version 12, ça sera Bookworm. Voilà, donc je trouve ça assez rigolo. Un autre numéro de version qui me faisait rigoler, qui me fait rigoler, c'est Traific. Traific, donc, qui est pareil, un reverse proxy du monde des conteneurs, qui a été créé par des Lyonnais. Chaque release majeure a un nom de code de fromage. Donc c'est assez rigolo. Voilà, tiens, je vais récupérer la version Brie. Demain, je vais patcher la version Camembert ou je vais passer à la version Morbier pour tester. Heureusement qu'ils ont des vrais numéros de version derrière, parce que sinon, derrière, ça peut être compliqué. Et encore une fois, pareil, on peut imaginer, se dire, c'est une suite alphabétique, je prends le Camembert, c'est avant Morbier. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile à se souvenir. Mais bon, il y a des numéros techniques quand même derrière pour y rassurer. Et le petit dernier, en fait, qui m'a vraiment fait rigoler, c'est Tex, qui est donc un outil de processing pour faire des documents, généralement utilisés par des scientifiques. C'est un produit qui a 45 ans. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'évolution. Et donc, l'auteur de Tex a décidé que le numéro de version, du coup, sera asymptotique à pi. Donc, il va se rapprocher de plus en plus de pi. Et donc, pour se rapprocher de plus en plus de pi, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une décimale de pi. Donc, très rigolo. En résumé, du coup, une version, c'est quoi? Ça va permettre d'identifier un élément, fichier, livrable, à un instant T. Et ça doit être vraiment que ça. Dans la mesure du possible, essayer de respecter des conventions. Voilà, j'en ai présenté une, semver, mais il y en a encore d'autres.
et surtout que ça soit humainement compréhensible. On pourrait très bien se baser, par exemple, sur un hash de commit Git pour dire, bah voilà, ma version c'est ça, sauf qu'un humain aura du mal à faire la séquence entre les différents hashs. Et surtout, une version, ça doit rester technique. Quitte à avoir une version fun à côté, ça peut être rigolo, mais surtout, ne vous faites pas piéger, ne donnez pas cette version à une autre personne que technique. Et voilà, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup pour ton talk. Je vois pas de questions dans le chat. Si vous avez des questions dans la room, n'hésitez pas aussi. J'ai pas de questions particulières. Ouais, moi j'avais une question pour toi, Eric. Merci Ouais. pour ton talk. Tu as parlé de la façon dont Node.js avait adapté le semantic versioning. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle ils ont développé ce système de release majeure impair serait aurait pas de LTS et les release majeures paires seraient les release stables? J'ai des suppositions, mais je t'avoue que j'ai jamais creusé pourquoi exactement. En fait, à l'époque, je voyais surtout qu'une fois qu'ils avaient release, en fait, ils préparaient déjà la nouvelle version. Donc, en gros, ils publiaient instantanément la version d'après en impair. Mais après, j'ai pas creusé le sujet à ce point, en fait. Mais quand j'ai compris ça, effectivement, je me suis dit, oh là là, ah oui, c'est spécial quand même, hein. Moi, je faisais du Java avant, et j'avoue que je m'attendais pas à ce côté. Et si vous regardez dans la doc de Node.js, ils expliquent toujours le graphique que j'ai montré là dans ce chapitre-là. Hein, je l'ai pris tout à l'heure. C'est vraiment dans la doc de... Donc, ils sont obligés de faire des graphiques pour expliquer quand même que, en fonction des versions, c'est pas la même manière de le gérer. Donc, mais oui, ça pourrait être effectivement un sujet à creuser. Pourquoi effectivement ils ont fait ça. Ouais. Et je l'ai pas vu ailleurs en tout cas. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ailleurs, mais moi je l'avais jamais vu ce truc-là. Super, bah merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas dans le chat. Je déclare. Merci tout le monde. On va pouvoir passer au dernier talk de la soirée. Bonne soirée. Jean-Phi, c'est à toi. Yes, normalement vous devez voir mon écran. Donc bonjour à tous. Donc, pendant 10 minutes, moi je vais vous parler d'un raisonnement que je me pose assez souvent et que j'embête un petit peu les personnes dans mon entourage, c'est leur dire mais pourquoi toi aussi tu ne deviendrais pas speaker? Alors souvent la réponse qu'on me fait, mais pourquoi j'irais faire un talk? Alors avant d'y répondre à cette question, quand même dans le monde du développement, ça évolue quand même assez souvent, très vite même, que ce soit un nouveau framework, une nouvelle librairie, ou une nouvelle méthode ou la découverte de quelque chose, on apprend au quotidien. Et généralement, on apprend soit par des formations, de l'auto-formation bien sûr aussi, mais aussi par les conférences. Il y a des Vox qui se préparent d'ailleurs en ce moment. Les conférences font partie de notre quotidien, on apprend régulièrement, et bien sûr, ces conférences sont préparées généralement en dehors de notre boulot, parce que le développement, de manière générale, c'est quand même une passion. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Vous ne serez pas speaker, c'est possible. D'autres réponses qu'on peut me faire souvent, c'est j'ai pas envie. Bon, là, j'ai pas forcément de réponse à donner tout de suite. Les deux autres sont quand même un peu plus sympas, c'est je sais pas quoi présenter, ou alors je ne sais pas comment faire. Donc ça, c'est quand même des choses qui reviennent assez souvent. Et la dernière chose, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est bien sûr le syndrome de l'imposteur. Grosse star qu'on entend depuis plusieurs années. Alors moi, je ne vais pas en parler, Geoffrey l'a fait mieux que moi. Juste donner 2 liens qui sont assez marrants, c'est le syndrome de l'imposteur.fr et qui contient une partie pour faire un test. Ce test, il peut être fait rapidement par une série de questions, de 20 questions, dans lesquelles vous allez vous positionner sur votre positionnement à une réponse, à une question. Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir un score. Plus le score est élevé, plus vous avez un syndrome de l'imposteur. Donc c'est pas mal de repasser dessus pour voir l'évolution un peu de votre symptôme. Et quand on parle de syndrome de l'imposteur, on parle bien sûr d'Aurélie Vache qui a fait pas mal de conférences, notamment en Devox, pour combattre aussi le syndrome de l'imposteur. Alors moi, si je vous donne un conseil, c'est clairement de se jeter, de se lancer dans ce défi. Alors bien sûr, ça va vous faire sortir de votre zone de confort si vous faites du dev, de manière générale. C'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Mais sortir de sa zone de confort, ça fait toujours du bien. Et en plus, quelque chose qui est important de le savoir directement,
c'est quand on va préparer son talk, on va s'améliorer sur ce sujet, approfondir ses connaissances. J'avais déjà entendu en conférence quelqu'un qui allait faire une développeur Java depuis longtemps et qui allait faire une conférence sur une formation, et là, au bout de 2 minutes, il y a une personne qui lui demande « Mais ça veut dire quoi le static void main? Pourquoi il y a un static devant ?» Et là, la personne, en fait, connaissait très bien le Java, mais elle est retrouvée un peu bouche bée face à cette question. Alors que quand on prépare un sujet, en fait, on prend du recul et en fait, on se rend compte qu'on va le peaufiner. C'est quelque chose qui est quand même important. Le monde du dev est de manière générale, par rapport aux différents tweets de fin d'année, mais on va dire que le milieu du dev est quand même bienveillant, dans le sens où même si vous allez présenter quelque chose, que vous n'êtes pas le super expert, et que dans la salle, il y a des gens qui maîtrisent mieux que vous, ils ne vont pas derrière vous rabaisser, c'est clairement pas le but, mais plutôt vous aider aussi ou apporter des petites infos que vous pourriez apprendre en live, donc ça c'est toujours intéressant. Et après avoir fait ce petit speech auprès de personnes, souvent elles me disent bah « Ouais, mais toi en fait, pour toi c'est une évidence de faire ça ». Alors clairement pas. Je suis clairement pas speaker à temps plein. Je suis plutôt consultant, développeur chez Zenica, Coreguard et HumanTalk aussi à distance. Il fait partie du programme des GitLab Heroes. Et clairement, quand les personnes qui étaient avec moi en école primaire, collège, etc., me voient parler, ça les fait marrer parce que clairement, quand j'étais petit, alors petit jusqu'à, on va dire, plus de la majorité, j'étais plutôt l'élève qui était au fond, et je suis sûr que vous étiez aussi dans ce cas-là. Quand le prof pose une question, bah, vous trouvez toujours un argument, cherchez une gomme dans votre trousse, faites votre lacet, faire semblant d'écrire alors qu'au final, il n'y a pas besoin d'écrire le moindre truc. Vous pensez être caché en fait par rapport à ça, mais le prof vous grille tout de suite, clairement. Donc voilà, donc j'étais clairement pas la personne la plus apte à aller au tableau présenter quelque chose parce que bon, voilà, c'est pas forcément mon dada. Pourtant, dans le domaine du sport, ça c'est un truc qui me dérangeait pas du tout, bien au contraire. Quand il s'agissait de faire des compètes ou même des représentations d'un sport dans une salle de sport dans ma ville, ça me dérangeait pas du tout. Et c'est là où c'est quand même marrant. Côté pro, par contre, vu que j'étais formateur dans le sport, ça s'est vite vu en fait dans le milieu professionnel. Après avoir accompagné des nouvelles personnes dans l'équipe, après les avoir formées sur différents méthodos ou technologies, je faisais quand même de la veille. Il est venu le moment où je me suis dit, si je fais de la veille, autant que je les présente à mes collègues. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne font pas de veille, peut-être qu'ils n'ont pas vu l'info passer, mais en tout cas, voilà, ça permettait d'échanger. Et après avoir fait plusieurs présentations en interne, je me suis dit pourquoi je ne les ferais pas en externe. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me mettre sur Conference Hall, donc un outil qui permet de faire des soumissions à des sujets pour des conférences. Il y en a d'autres, mais c'est celui-là que j'ai voulu prendre. Et je me suis dit, allez, c'est parti, et j'ai appuyé sur le bouton Submit pour soumettre un sujet. Grosse victoire personnelle, j'ai soumis un sujet, c'est génial. Franchement, là, le niveau d'euphorie est au maximum. Mais d'un coup, on redescend, on fait, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je viens clairement de soumettre un sujet, mais ça, c'est normal, il ne faut pas paniquer quand vous êtes dans cet état-là, c'est plutôt bon signe. À partir de là, il y a 2 options. Soit votre talk n'a pas été sélectionné. Si vous suivez un peu le Devox, il y en a plein qui disent « je n'ai pas été pris, c'est dommage ». Forcément, on est déçu, mais aussi on est quand même un peu soulagé. Ouais, on était quand même en gros stress d'avoir soumis notre sujet. Donc là, forcément, le fait de ne pas y aller, dans un sens, ça nous rassure. Alors je le redis, un refus, ça ne veut pas dire que votre sujet n'est pas intéressant. Il y a tellement de vagues, je n'ai pas de chiffres en tête, mais le pourcentage de personnes acceptées est quand même très inférieur au nombre de personnes rejetées, donc c'est normal. Alors par contre, petite anecdote, je l'ai rajouté tout à l'heure ce slide, pensez au meet-up. Effectivement, il y en a beaucoup qui tentent leur premier talk au Devox. Alors je prends lui parce qu'on entend parler, je l'ai déjà dit. Mais dans les meet-up, on est content de recevoir des gens et ça permet aussi de s'entraîner, ou même d'avoir des avis sur votre conférence, donc c'est intéressant. Donc soit HumanTalk, et pour les Nantais, il y a le nom de community. Il me semble qu'il y a des Bordelais aussi qui nous regardent, donc voilà. Il y a plein de meet-up qui seraient contents de retrouver des sujets. Et si jamais votre sujet est sélectionné, clairement c'est top, c'est génial. Mais par contre, on va arriver dans une phase où on va commencer à stresser pas mal parce que ça y est, on s'imagine sur scène avec des gens qui vont nous observer et nous mettre un petit malaise.
Et le jour J, le jour J, en fait, c'est génial. On est super content d'y aller, mais on stresse quand même parce que c'est le jour J et on y va. Et je vous rassure tout de suite, quand on va refaire ce sujet, votre talk ou un nouveau talk, on va quand même stresser. Il y a quand même de l'adrénaline qui est là, un peu comme le sportif qui va dans une compète. Il y aura toujours un petit peu d'appréhension, mais c'est normal. Et au final, ça se fait très bien. Le stress, il y a du bon stress qui existe. Ça fait toujours du bien d'en avoir. Ça change aussi le quotidien. Alors, ok, si on a fait un talk, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc déjà, on va partager l'information. Ça fait du bien, en fait. Nous-mêmes, on va dans des conférences, on va dans des meet-up. Alors, pourquoi pas faire l'inverse? Pourquoi pas donner de l'info? Ça fait toujours du bien aussi. Derrière, avec la vague de questions, ou même les échanges, si la conf elle est en physique, on va apprendre encore et faire des rencontres sympas. On va apprendre pour s'améliorer aussi. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre sujet va être approfondi. Donc, c'est quelque chose qui est très important et surtout très sympa, je trouve, pour s'améliorer. Et là maintenant, c'est place à vos abstracts. Faites des propositions sur toute plateforme que vous voulez pour des conférences ou des meet-up. Et j'espère qu'en ce temps que je n'ai pas du tout chronométré, j'espère que je vous ai réussi à vous convaincre à présenter des sujets. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ton talk. Il y a du clap-clap, du merci. Il y a eu pas mal de partages aussi de différents liens sur notamment le syndrome de l'imposteur ou sur je crois qu'il y a un podcast aussi de Punking Dev. C'est ça, le podcast est sorti il n'y a pas longtemps justement. Et il y a Pascal Martin qui va même faire un livre aussi normalement. Il a commencé à publier des bêtas, il me semble, sur comment faire des talks de manière générale, pas que pour les devs aussi. Donc c'est maintenant que tu dois mettre le lien vers les soumissions pour le prochain Human Talk en fait. Exactement, on va glisser c'est ça. Je vais revenir en arrière. Alors après, j'en ai pas mis d'autres. Mais... il y a une question intéressante. Tiens. Est-ce que c'est pas... Toutes les questions sont intéressantes, pardon. Faut pas mal prendre ce que je viens de dire. Est-ce que c'est pas plus simple de se lancer dans un talk si notre boîte nous aide? Si. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, côté Meetup, il y a quand même pas mal de gens qui peuvent vous aider. Alors, côté Human Talk, si jamais vous posez des questions, il ne faut pas hésiter à nous pinguer. Et je sais que dans les autres Meetup, c'est exactement pareil. Sur Nantes, tout le monde est d'accord pour filer un coup de main. Alors, filer un coup de main, ça peut être soit relire votre abstract, soit relire votre présentation, ou simplement donner son avis. Aussi, une relecture extérieure fait toujours du bien. Tiens, je peux me permettre juste, ce qui aide aussi pas mal, hein, c'est le faire les talks en binôme. Soit des gens qu'on connaît bien, soit voire même avec des gens qu'on connaît pas. Le faire en binôme, en fait, ça permet quand même pas mal de casser un peu ce côté je me mets tout seul devant. Et personnellement, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Il y a un autre cas aussi qui aide pas mal et que je vois souvent, c'est quand les gens sont sélectionnés pour une grosse conférence où ils seront face à un public de plusieurs dizaines ou voire centaines de personnes. Ils font des séances de répétition dans des meet-up locaux avant où ça sera peut-être 10 personnes et qui seront dans un contexte plus d'échange et qui vont pouvoir donner des conseils derrière pour s'améliorer pour le jour de la vraie conf. Ouais. Dans la boîte dans laquelle je suis, il y a de temps en temps ce qu'on appelle le Dash Tech, où il y a une personne, on réserve 1 heure dans la matinée, et il y a une personne qui vient faire un talk et qui amène du coup le petit déjeuner, des croissants et des viennoiseries, et qui vient faire son talk. Et souvent, on a des gens qui préparent des talks, comme tu dis, pour faire devant un plus grand public. Donc voilà. Il y avait le site BBL aussi. Je n'ai pas tout compris ce que tu as dit au début. Je ne sais pas si tu parlais de ce site-là, Virgile. Non, je parlais des Dashtech au sein de la boîte dans laquelle je bosse. Je parlais pas de... Mais vas-y, du coup, tu peux enchaîner là-dessus parce que je n'en ai pas parlé. En fait, il y a un site qui existe. Alors, je ne sais pas s'il vit toujours. C'est le Brown Bag Lunch. Hop. Alors, le chat, je ne vois pas en entier. En fait, où on peut s'inscrire, donner les sujets sur lesquels on est volontaire à en parler. Et le but, c'était quand forcément,
ça marchait surtout en présentiel. C'était en gros de payer à manger au speaker, quoi. Donc le speaker, il va se pitcher pendant 1 heure. Derrière, les gens peuvent manger et puis voilà, ça fait un temps d'échange supplémentaire et ça fait toujours plaisir de faire ça. Et je rebondis aussi sur le message d'Amélie, on parle de mentor. C'est vrai qu'il y en a. Il y a aussi les duchesses pour les filles qui marchent plutôt pas mal d'après ce qu'on voit. Côté Zinica, ça se lance aussi, donc ça c'est quand même cool aussi. En ce qui nous concerne au Human Talk, on est aussi prêt à accompagner les gens qui soumettent des talks dans la réalisation et la préparation de leur passage. Ça aussi, c'est quelque chose, si ça peut aider, on est carrément prêt à accompagner nos futurs talkers. Et je vois une question... Comment marche Nantes Community? C'est simplement un repo qui mentionne, un repo Git qui mentionne les meet-up du coin qui sont actifs ou qui veulent se relancer. Voilà. Donc, il y a eu pas mal de contributions de la part des meet-up. Après, on essaye de relancer un peu tout ça aussi de manière générale. Donc, on essaye de récupérer des gens, des autres communautés pour aussi envoyer des personnes du Human Talk chez eux. Je sais pas si ça répond à la question. Trop cool. Eh ben, merci à tous. En tout cas, je pense que je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions. Mais sinon, je pense que... J'ai une petite question justement de Xaner qui demande en tant qu'étudiante en nutrition, et je me sens chance. Bah oui. Pourquoi pas. Il faut trouver un sujet, et puis après le travailler, et il n'y a aucune raison. Si je peux intervenir sur ça, on a tous et toutes un truc à dire. Si tu es passionné, ça viendra naturellement, ce que tu as envie de dire. Si tu as envie de partager, et il a parlé de bienveillance, Jean-Philippe, ça c'est important. Cette bienveillance de partager et voir le partage comme un cadeau, quelque chose que tu offres aux autres, ça va te permettre, oui, de décrire tout ce que tu veux. Et donc oui, en tant que nutritionniste, tu as des choses à apporter. Voilà, c'était le message du jour. Au revoir. Trop cool. Et ben, merci à tous en tout cas. On vous souhaite une bonne soirée et bien sûr, on vous invite à participer en tant que speaker au prochain Human Talk ou en tout cas à venir écouter les prochains speakers. Voilà, on a mis dans le chat le lien pour si jamais vous voulez vous inscrire pour la prochaine session. Bonne soirée, à bientôt tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Salut.